Salut les échappés, bienvenue dans le podcast de celles et ceux qui placent leur passion pour le vivant au cœur de leur quotidien. Aujourd'hui, je suis avec Sophie Lamidé. Bonjour Sophie. Bonjour Grégory. Bon, j'espère que tu vas bien et merci encore d'avoir pris le temps de te libérer pour cet échange et d'inaugurer cette émission. C'est avec grand plaisir que je vais échanger avec toi aujourd'hui. Alors, ça a été assez difficile de résumer un petit peu ce que tu fais sur la publication pour présenter à nos communautés que tu allais passer sur le podcast. Moi, je vais te poser une première question, tout simplement. Est-ce que tu pouvais te présenter, au moins dire ce que tu fais, à quoi ressemble ta semaine? Oh là là, tu mets déjà la barre très très haut là. À quoi ressemble ma semaine? Oula. Alors déjà qui je suis? Eh bien, je suis une entrepreneuse. Je suis autrice aussi. Je suis formatrice à mi-temps. Je fais des vacations en tant que prof dans un lycée agricole et j'ai aussi un tiers-temps d'AESH. Donc, j'accompagne des élèves à besoins spécifiques en établissement scolaire. Donc, j'ai des semaines qui sont très, très bien remplies. 3-4 casquettes. Voilà, plein de casquettes, mais ce qui fait que je ne m'ennuie pas. Et voilà, et bon, tu verras, mais finalement, toutes ces casquettes, rassemblent je perds mes mots. Sous toutes ces casquettes, on retrouve ma passion pour l'humain et l'animal. Enfin, D'accord, ouais. En fait, c'est des métiers qui allient les deux, en fait. c'est ça. Je suis formatrice donc dans le domaine de la médiation animale. Donc j'accompagne des professionnels ou des personnes qui ont envie de changer de vie et qui veulent se former à la médiation animale. Je suis aussi prof, donc comme je t'ai dit, en lycée agricole et je suis AESH dans le même établissement et on a la chance d'avoir dans notre établissement des chiens. Et ce qui fait que j'ai la chance en classe d'avoir de temps en temps des chiens pour transmettre plus facilement des connaissances, puis aussi pour apaiser les élèves quand il y a un peu de stress, pour faciliter les apprentissages. J'ai un atelier autour de lecture avec le chien, par exemple. Donc, l'animal continue à faire partie de mon quotidien. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai vraiment ce besoin de transmettre mes connaissances, mes compétences aux personnes qui ont envie d'exercer auprès de l'humain avec l'animal. D'accord. Tu as parlé de médiation animale au début de ta présentation. Oui. Et qu'est-ce que c'est la médiation animale pour ceux qui ne savent pas? La médiation animale, tout simplement, c'est de mettre en relation un animal. On verra tout à l'heure par rapport à mon parcours, peu importe cet animal, alors, un animal domestique quand même, avec un humain. Alors, cet humain, on dit souvent, c'est une personne vulnérable, donc une personne en situation de handicap ou avec une fragilité sociale, ou encore une personne, un enfant, comme une personne en développement, par exemple, la petite enfance ou les enfants. Et on va s'appuyer finalement sur les bienfaits de cette relation humain-animal pour accompagner la personne, développer ses potentiels, apporter un mieux-être, un bien-être, donc en fonction d'objectifs qu'on va finalement fixer avec la structure avec laquelle on va travailler. Par exemple, si on bosse avec un EHPAD, eh bien, on va accompagner les personnes âgées avec un déclin cognitif, un déclin moteur, en présence d'animaux, mais les objectifs de chacune des séances vont être fixés en amont avec les professionnels qui sont porteurs du projet et qui ont sollicité la personne, par exemple, pour intervenir dans la structure. D'accord, donc c'est un vrai outil quasiment thérapeutique, en fait, qui peut aider pour certaines personnes peut-être à s'exprimer. Alors, on appelle ça une approche non médicamenteuse et elle est complémentaire. En effet, elle peut être complémentaire des différents traitements que peuvent avoir les personnes dans leur quotidien. Et c'est vrai qu'on sait que l'animal va apaiser, il va diminuer le rythme cardiaque, il va développer l'estime de soi, etc. Donc, en fonction des problématiques, on va travailler différents objectifs dans différents domaines, le cognitif, le moteur, l'affectif, voilà. Tout dépend un petit peu, ça dépend vraiment de la problématique de la personne et du projet qu'on met en place. C'est vrai que quand je t'ai présenté sur les réseaux sociaux, j'ai mis spécialisé en ferme pédagogique. Alors c'est très grossier, très large comme comme présentation. J'ai remarqué que ça fait plus de 20 ans que tu travailles dans le milieu animalier, mais plutôt humain-animal.
comment tout a démarré? Pourquoi cette voie? Alors, pourquoi cette voie? Et finalement, tu te trompais pas vraiment en disant que mon domaine, c'était la ferme pédagogique, parce que du coup, moi, j'ai toujours pratiqué la médiation animale, mais au contact des animaux de ferme. Et donc, voilà, c'est tout à fait cohérent et juste de dire que mon domaine, c'est celui de la ferme, donc tu te trompais pas du tout. Et Très au bien. contraire, je suis fière de ça et je le revendique, donc merci. Alors moi, d'où je viens, donc l'animal, il a toujours fait partie de ma vie. Je me pose pas la question de savoir si j'ai envie d'être avec un animal ou pas. Il a fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. J'avais une famille où l'animal était présent. Chien, chat, lapin, cochon d'Inde, chèvre, poney. Enfin, on avait plein d'animaux à la maison. Ça a toujours été une évidence. On se questionne pas de savoir. C'est l'animal, vraiment, c'était l'animal qui faisait partie de notre vie. Et toute petite, je voulais être, enfin toute petite, quand j'ai eu envie de faire un métier, j'ai eu envie d'être palefrenier soigneur, m'occuper des chevaux, parce que le cheval avait une grande place dans ma vie. Sauf que j'étais bonne élève. Et donc mes parents m'ont dit: ah non non, tu iras pas faire un métier avec dans les chevaux, etc. Tu travailles bien à l'école, il faut faire des études. Et donc ben voilà, j'ai fait des études, j'ai été à l'université, j'ai fait des études en sciences de l'éducation. Mais toujours avec cette frustration, parce que moi, bah, c'était l'animal, quoi. C'est bien de faire des études. Mais bon, il n'y avait pas, en sciences de l'éducation, il n'y a pas les animaux. En revanche, en sciences de l'éducation, on s'occupe de l'humain. Et j'ai toujours aimé être avec l'autre et accompagner l'autre, quand même. Et donc, sortant de mes études de sciences de l'éducation, j'ai été bibliothécaire pendant 5 ans, bibliothécaire de jeunesse. J'ai adoré cette expérience. Auprès des enfants. Enfin voilà, j'ai adoré être dans le milieu scolaire, mais avec une autre casquette que celle d'enseignant. Vraiment, c'était quelque chose pour moi. Je me suis éclatée pendant 5 ans, sauf que l'animal me manquait. Il fallait que je retourne à ma première passion. Et donc, j'ai décidé pendant que j'étais là bibliothécaire de vraiment de me remettre dans le monde du cheval, de remonter à cheval, et je voulais passer mon monitorat d'équitation. Tout ça, c'est il y a presque 30 ans maintenant, hein, Ça d'accord? Je remonte. suis plus toute jeune. Donc, je me suis dit: «Allez, non, finalement, bah, moi, ça me quitte pas cette envie de bosser avec l'animal, même si là, je suis bien dans ma bibliothèque, j'aime bien accompagner les jeunes, et cetera», parce que le livre, c'est aussi une de mes passions. N'empêche qu'il me manquait le côté animal, que voilà. En montant en cheval et en préparant ce fameux monitorat d'équitation, j'ai rencontré une dame qui m'a dit: «Oh, ben, moi, j'ai une ferme pédagogique. Puis je recherche quelqu'un pour bosser à la ferme et puis pour être responsable du cheptel». Et le hasard a fait que, avec l'école dans laquelle je bossais, on a fait une sortie dans cette ferme. Et là, ça a été un coup de foudre pour moi avec le lieu, quoi. Je me suis dit, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation de dire: mais c'est là que je dois être, quoi. C'est ici, c'est l'endroit où je dois être, parce que il y a les animaux et il y a les humains. Mon job, ça va être de mettre en relation les deux. Et vraiment, ça a été comme une évidence. Il fallait que je sois à cette place. Donc, j'ai laissé tomber le monde du cheval, le côté enseignement de l'équitation, et je suis partie dans l'univers de la ferme pédagogique. Et donc, c'était en 2003. Et là, je me suis éclatée pendant 20 ans sur le terrain. Et ma spécialité, entre guillemets, c'était vraiment d'accompagner les personnes en situation de handicap, situation de fragilité sociale, donc ce qu'on appelle aujourd'hui la médiation animale. À l'époque, on n'avait pas le nom de médiation animale, mais voilà, en tout cas, j'accompagnais les personnes vulnérables. Donc, j'ai fait ça plus de 20 ans sur le terrain. Et moi, mes collègues de travail, c'était le cochon, la vache, le cheval de trait, la dinde, la pintade. Et j'ai adoré ça, quoi, cette expérience. Et puis, au bout d'un moment, enfin, il y a maintenant, ça va faire 4 ans, j'ai décidé de quitter le terrain. J'ai décidé aussi de quitter la région parisienne, parce que toute mon expérience, je l'ai faite en ferme pédas, c'était en région parisienne. Et j'ai décidé de quitter le terrain, mais pas quitter le milieu. Et c'est là où j'ai choisi de passer, de devenir formatrice et d'accompagner les professionnels qui souhaitent se former à la médiation animale. Et c'est vrai que moi, je garde toujours cet aspect où voilà, on se forme à la médiation animale, mais je n'impose pas l'espèce animale. C'est le chien, mais pourquoi pas le lapin, pourquoi pas le cochon d'Inde, pourquoi pas les volailles. Ça dépend de chacun. Tu as un sacré parcours autour de tout ça. Quand tu disais qu'en 2003, tu es arrivé dans cette ferme pédagogique et ça a été une sorte de révélation. Alors, si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez peut-être dans les commentaires, mais je crois que les Norvégiens, ils appellent ça le Umwelt. C'est un mot qui est pas traduisible en français, qui veut dire l'endroit où je suis, où j'ai été, par rapport au vie intérieur, si certains y croient, et où je serai plus tard.
c'est le sens de faire partie d'un tout. Je pense que c'est Ouais. peut-être ça que tu as Ah ouais, que mais tu as ressenti. complètement. Vraiment, c'était, enfin, tu sais, le coup de foudre. Enfin, je sais pas comment dire, mais le coup de foudre pour un lieu, pour un projet, et tu te dis, bah là, je suis à ma place, quoi. Vraiment, Mmh. c'était ça. Ouais, ouais. Et enfin, 20 ans d'expérience extraordinaire. Pas une journée qui se ressemble, parce qu'on travaille avec le vivant et pour le vivant. Donc, avec les animaux, bah, enfin, c'est jamais la même chose. On vit avec le cycle du vivant, donc ils grandissent, il y a des bébés, il y en a qui vieillissent, etc. Mais tous les jours sont différents. Et puis avec les publics que tu accompagnes, enfin, t'as un plaisir à être entrer en relation avec l'autre, à échanger, et puis tu grandis de ces relations à l'autre, que ce soit les relations humaines, les relations avec les animaux. Mmh. Enfin, moi, je me suis épanouie vraiment, vraiment pendant ces 20 ans au contact du vivant. Et comment ça se fait que tu as quitté du coup les fermes pédagogiques aujourd'hui? Alors quitté, je veux dire physiquement, hein, tu étais toujours dans le milieu. La preuve, tu as écrit le livre, on en parlera Ouais, après. ouais, ben j'étais en Île-de-France, du coup, en région parisienne. Ouais. Et c'est vrai que je suis pas originaire de la région parisienne, mon mari non plus. Et je pense que voilà, l'appel de la campagne a été assez fort. Et puis voilà, il y a eu besoin de partir, de quitter. Voilà la ville pour aller un peu plus vers la campagne. Et donc voilà, ça a été aussi, enfin, ça s'est ça a été comme une évidence. Voilà, j'avais fait ce temps-là et j'avais besoin de transmettre. Et finalement, je pouvais transmettre ailleurs qu'en région parisienne. Et donc, voilà, ce choix s'est fait naturellement. Et aujourd'hui, je suis super bien dans la petite campagne. C'est top, quoi. Et puis tu transmets même différemment, tout ça à travers les livres que tu écris, vu que tu faisais aussi des formations, c'est ça? C'est ça, oui. Donc moi, je travaille notamment pour un centre de formation en distanciel, donc du coup, je peux travailler de chez moi. Et puis sinon, quand j'interviens dans les structures, bah, c'est moi qui me déplace. Donc voilà, c'est finalement, je ne fais rien au sein de mon domicile. C'est moi qui vais vers les autres, ou alors on travaille en distanciel. Et puis c'est vrai que le livre aussi, c'est une façon aussi de Mmh. transmettre des connaissances, partager l'expérience. Ce livre, il peut voyager, hein. C'est toute la richesse d'un petit objet comme celui-ci. Lorsque tu es arrivé dans cette ferme pédagogique, je sais pas si aujourd'hui il existe des formations pour travailler en ferme pédagogique. Est-ce qu'à l'époque tu as appris sur le tas, quelqu'un t'a pris sous son aile? Tu as été sous une bonne étoile, tu as eu de la chance de tomber sur quelqu'un qui bosse bien. Comment ça se passe ce milieu en fait? Ouais, alors il y a plus de 20 ans, moi je connaissais les chevaux en tant que cavalière, c'est important à dire parce que c'est vrai que bah voilà, tout ça on remet dans le contexte de mon époque, ça fait très très dinosaure quand je parle, mais bon voilà, je suis désolée, hein, j'ai plus de 50 ans et c'est comme ça. Mais dans le monde du cheval, on montait à cheval. Enfin, quand on est allé en centre équestre, on apprenait à monter à cheval. On passait pas trop de temps autour du cheval. Alors, sauf si après, toi, tu avais tes animaux, etc. Mais c'est vrai que toute la relation à l'animal, elle n'existait pas vraiment. Mais bon, je connaissais plus le monde du cheval que le monde des animaux de ferme. Enfin, c'est vrai que la vache, je connaissais pas. Le mouton, la chèvre, je connaissais rien du tout. Quand je suis arrivée dans cette ferme, j'ai remplacé une personne qui est partie un petit peu comme ça du jour au lendemain. Et en toute franchise, j'ai pas été accompagnée. D'accord. On m'a dit, voilà les registres d'élevage, voilà le cheptel, voilà le numéro du veto, vas-y. Bon, j'ai jamais eu les deux pieds dans le même sabot. Je suis passionnée et à chaque fois, je me dis, bah voilà, enfin, je veux dire, je suis pas plus bête qu'une autre, bah je vais me débrouiller. Et j'ai appris vraiment sur le terrain. Alors j'ai appris essai-erreur parfois. Hein. Alors je dis pas que c'était aux dépens des animaux, mais parfois il y a des tâtonnements. Mais heureusement, il y avait quand même quand j'ai pris la responsabilité du cheptel, j'avais quand même 2 soigneurs animaliers sur place qui, eux, connaissaient voilà. Alors, pas toute la partie administrative qui est quand même assez contraignante Mmh. et toujours aujourd'hui parce que la réglementation n'a pas changé. Non, on Mais en parlera après, ouais. voilà. Mais en tous les cas, j'ai été épaulée, on va dire, sur le terrain, mais pas sur l'aspect administratif et gestion. Mais je me suis débrouillée et puis je m'en suis très bien. Enfin voilà, je pense que je m'en suis sortie et puis voilà. Et c'est vrai que j'ai suivi quand même une formation. Alors c'était à la Bergerie nationale de Rambouillet pendant quelques jours justement auprès
auprès des petits ruminants notamment, comment s'occuper de petits ruminants et tout l'aspect réglementaire aussi qui est hyper important quand même en ferme pédagogique parce que les fermes d'animation, ce sont des lieux qui accueillent des animaux de ferme mais qui accueillent aussi du public. Donc, la réglementation est très stricte et on doit être à la fois vigilant sur le côté animal, mais aussi sur le côté humain. Donc ça englobe pas mal de choses. Ouais, complètement. On parlait de ferme pédagogique. Et alors, je vais citer la fameuse circulaire que tu dois connaître par cœur. Donc pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas vraiment ce qu'est une ferme pédagogique, la loi dit ça. Donc c'est une circulaire interministérielle du 5 avril 2001 qui dit que la ferme pédagogique, c'est une structure qui présente des animaux d'élevage ou de culture, qui accueille régulièrement des enfants et des jeunes dans le cadre scolaire ou extrascolaire et qui souhaite développer cette activité. Grosso modo, aujourd'hui, on est le 14 janvier 2026. Est-ce qu'une ferme pédagogique vis-à-vis de la loi, c'est toujours cette simple phrase ou pas? Alors, vis-à-vis de la loi, oui, puisque la circulaire, maintenant, elle a donc 2001-2026, elle a 25 ans, cette circulaire. Elle n'a pas évolué. Je pense pas qu'elle soit prête à évoluer, même si on essaie de travailler. Je suis aussi, alors, parmi mes multiples casquettes, je suis aussi présidente de l'Association française des fermes d'animation. Et à ce titre, on essaie vraiment d'être le lien entre les fermes de terrain et le gouvernement. Et donc, on a essayé justement de dire, voilà, cette circulaire, elle est un peu désuète. Est-ce qu'on pourrait la changer? Bon, je pense pas que pour le moment, on en soit là. Mais en tous les cas, sur le papier, c'est toujours ça. Mais sur le terrain, non, ça a évolué. Enfin, moi, personnellement, entre le moment où j'ai commencé en 2003 et quand j'ai quitté véritablement la ferme, on va dire 2022, fin 2021, enfin voilà, on ne travaillait plus de la même façon et surtout la relation à l'animal avait beaucoup changé. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé en 2003, on parlait beaucoup moins du bien-être animal. On était moins, en ferme d'animation, on était vraiment sur tout l'aspect agricole de la ferme et on était moins dans l'animal être sensible, le bien-être animal, etc. Enfin, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Les fermes d'animation, elles sont vraiment actrices dans la sensibilisation au bien-être animal, au respect de l'animal, par exemple. Cette dimension-là, en 2001, elle n'existait pas dans la circulaire. Dans la circulaire, on parle du public scolaire. Enfin, aujourd'hui, une ferme d'animation. Aujourd'hui, une ferme d'animation. Et c'est la richesse de ce lieu. Enfin, du coup, tu as certainement lu le premier petit livre que j'ai fait, Un regard sur la ferme d'animation. Enfin, pour moi, la ferme d'animation, sa richesse, c'est d'être un lieu inclusif où chacun a sa place. Et c'est fini la ferme pour les enfants. Alors, c'est vrai que le modèle, il a inspiré des fermes pour enfants des pays du Nord, notamment. On a les fermes d'animation, elles sont arrivées en France. La première, c'était 74, et vraiment sous le modèle des fermes pour enfants qu'on avait dans les pays scandinaves, en Belgique, en Hollande. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Et c'est vrai que nous, en France, ce qui nous distingue des autres pays européens, c'est que nos fermes, elles sont des fermes qui accueillent toutes les générations, qui accueille tous les profils. Enfin, vraiment, on accueille des enfants, des adultes, des adolescents, des personnes âgées, enfin, des personnes en situation de handicap. Et les portes sont ouvertes à tous ces publics et ça en fait vraiment la richesse du lieu. C'est-à-dire que nous, on n'est pas un lieu qui est dédié à une problématique, c'est un lieu qui est dédié à tous et c'est aux professionnels à s'adapter en fonction de la personne qu'elle accueille. On est un lieu véritablement inclusif puisqu'on n'exclut personne et finalement, on n'est pas destiné juste pour les enfants, juste pour les personnes en situation de handicap. Chacun vient tel qu'il est. Venez comme vous êtes et puis nous, on s'adapte et surtout, ça va permettre les rencontres. Je trouve hyper formateur que quand on a une ferme d'animation, on puisse accueillir en même temps un groupe de personnes en situation de handicap avec, par exemple, une classe. Pourquoi? Parce que les enfants, peut-être ce sera leur première expérience avec de rencontre avec une personne présentant un handicap, par exemple un handicap moteur ou une déficience intellectuelle. Et puis, déjà l'animal va permettre qu'on se focalise pas sur le handicap, mais plutôt sur justement sur sa présence. C'est-à-dire que la personne en situation de handicap, elle a un lapin dans les bras, et l'enfant, il va peut-être venir vers la personne en situation de handicap
Pas parce que cette personne est différente de lui, mais parce qu'il y a le lapin dans les bras et que lui, il a envie de rentrer en relation avec le lapin. Et finalement, ces lieux où on va permettre aux gens de se rencontrer, vont pouvoir aussi changer le regard et sur la différence. Et voilà, et on est vraiment des lieux inclusifs. Donc, ces fermes d'animation, elles ont du sens. Et aujourd'hui, ça n'apparaît pas dans la circulaire, qui me paraît être vraiment désuète à ce niveau-là. Déjà, ils parlent pas de ferme d'animation, mais de ferme pédagogique. Alors, est-ce que c'est des synonymes ou ça n'a plus rien à voir parce que ça évolue en 25 ans? Alors non, alors du coup mais c'est vrai que c'est vraiment anecdotique et du coup on n'a pas l'impression qu'on en parle, mais dans la circulaire, et c'est le seul texte officiel qui dit justement ce que c'est qu'une ferme d'animation, donc on y tient, mais dans la circulaire, on dit bien que la ferme pédagogique, finalement, c'est un terme générique qui englobe soit les exploitations agricoles qui ouvrent au public, soit les fermes d'animation. Et justement, c'est bien le seul document qui reconnaît l'existence propre des fermes d'animation qui ne sont pas des lieux de production. C'est-à-dire que l'objectif premier de la ferme d'animation, ce n'est pas de produire du lait, ce n'est pas d'avoir des moutons pour la laine, etc. L'objectif de la ferme d'animation, c'est d'accompagner le public dans ses développements et dans ses découvertes. D'accord? Et donc là, finalement, les fermes d'animation produisent, eux, du savoir, de la connaissance, des savoir-être, des savoir-faire. Alors que l'exploitation agricole qui ouvre ses portes au public, son objectif premier, c'est quand même la production. D'accord. Ouais, donc on est parti d'un modèle très agricole, en fait, pour venir aujourd'hui à la ferme d'animation. Alors, c'est peut-être pas le même public cherché aussi? La ferme pédagogique, ça regroupe ces deux entités qui sont complémentaires, l'exploitation agricole qui ouvre au public et la ferme d'animation, qui est un lieu qui a été créé et pensé pour accueillir du public en présence de l'animal de ferme. C'est vrai que tu as sorti, tu disais, un premier livre donc, qui s'appelle Un regard sur la ferme d'animation, et il est un peu écrit comme une sorte de méta-analyse. Tu cites énormément d'auteurs, d'études. Tu parles de l'approche Montessori, ses limites, des fois aussi. Mais une ferme d'animation, alors tu l'as expliqué pendant de longues minutes ce que c'était. À partir de quel moment une ferme pédagogique ou une ferme d'animation en est une? Alors, une ferme devient ferme d'animation quand elle a pour objectif, quand elle décide que son objectif, c'est d'accueillir des visiteurs, de les mettre en relation avec des animaux de ferme, sinon ça n'a pas le nom de ferme, d'accord? Et de travailler finalement sur cette mise en relation, de s'appuyer sur cette mise en relation, pour travailler des objectifs qui peuvent être des objectifs pédagogiques, de transmission de connaissances, des objectifs éducatifs. On va accompagner la personne dans le développement des savoir-être, dans ses relations interpersonnelles, ou même des objectifs thérapeutiques quand on va permettre à la personne d'être dans un état de bien-être ou d'aller vers le mieux-être, par exemple, physique ou psychique. Mais dès qu'on a un lieu qui héberge des animaux de ferme et qui a pour vocation d'accueillir des visiteurs et de mettre en relation ces visiteurs avec ces animaux de ferme, on est dans ce qu'on appelle une ferme d'animation. Mais derrière, il y a vraiment cette notion d'accompagnement. Un parc, la distinction avec le parc animalier, il y a des animaux de ferme, il y a des allées, les gens se baladent, mais il n'y a personne qui accompagne les rencontres avec l'animal. Oui, c'est assez autonome, ouais. Voilà. La ferme d'animation, il y a un professionnel qui va accompagner les rencontres. Voilà. D'accord. Donc, on est plus sur un parcours, d'idée à une vertu pédagogique. Il y a cet aspect de transmission. Il y a, bien sûr, il y a l'aspect accompagnement qui est essentiel. Sinon, c'est pas une ferme d'animation. C'est vrai que dans ton livre, tu parles, il y a tout un chapitre sur la rencontre. C'est quoi pour toi une rencontre? Alors, entre un humain, un animal, humain-humain, animal-animal, et même le végétal aussi. C'est quoi pour toi une rencontre? La rencontre, c'est que, alors, on ne sait pas la rencontre, c'est-à-dire qu'il y a un avant, un après. Quand il y a eu rencontre, c'est-à-dire que vous n'allez pas être la même personne une fois que cette rencontre a eu lieu. Et donc, on peut changer en tant qu'individu au contact d'une autre personne, c'est-à-dire que d'un seul coup, ça match et on sait que la vie sera plus pareille après. Alors, ça peut être des rencontres positives, puis des rencontres aussi qui peuvent nous bouleverser, mais n'empêche qu'il y a un avant et il y a un après.
Et ça, on le vit avec l'humain. C'est facile à, voilà, ben, on le voit, hein, d'un seul coup. Enfin, c'est pas pour rien que certaines personnes deviennent vos meilleurs amis ou le conjoint, la conjointe. C'est vraiment qu'il y a eu cette rencontre. Il y a la rencontre aussi avec nos enfants, enfin la naissance. Il y a cette rencontre. Et ben, ce qu'on vit là, on peut le vivre aussi avec un animal. Moi, j'ai des rencontres avec une chèvre. Par exemple, j'ai eu la rencontre de ma vie avec une chèvre et ça a changé ma vie, un avant, un après. Parce que cette chèvre, elle a résonné en moi, elle a touché quelque chose, etc. Et ça peut être aussi avec un arbre, avec des plantes, peu importe. Mais je crois beaucoup à la rencontre, c'est l'avant, l'après, quoi. Votre vie ne sera plus la même une fois qu'il y aura eu cette rencontre. C'est une histoire marquante à nous raconter autour d'une rencontre? Oui, avec des personnes que j'accompagnais. Oui, j'ai la rencontre d'un monsieur qui est en situation de polyhandicap, donc qui est prisonnier de son corps, qui parle pas, qui bouge très peu, qui communique avec simplement le regard et puis les expressions du visage. Et je pense qu'avec cette personne que j'ai accompagnée pendant au moins 5 ans, vraiment, il y a eu une rencontre, quoi. Et pourtant, c'est une personne que j'ai accompagnée. Enfin, mais le fait que aujourd'hui j'en parle encore, que voilà, c'est une personne qui m'a touchée, qui m'a appris qu'on pouvait communiquer autrement qu'avec les mots, puisque cette personne ne parlait pas. Et voilà. Donc lui, c'est une rencontre. Et ce qui est drôle, enfin, ce qui est important pour moi, c'est de se dire que cette rencontre, elle a eu lieu en dehors de la parole. Et que ce monsieur, je pense qu'il a changé ma vie, ma façon d'être, ma façon de faire. Donc, pour moi, c'est une véritable rencontre. Après, voilà, il y a cette chèvre qui s'appelle Biscotte. Alors, aujourd'hui, elle est décédée, Biscotte, mais c'est vraiment un animal qui a changé elle m'a permis de changer mon regard sur la chèvre, peut-être, je sais pas, mais pour moi, j'ai toujours dit Biscotte, c'est mon âme chèvre. J'avais l'impression que c'était moi dans son corps. Enfin, c'est drôle et c'est aussi une rencontre parce que il suffisait qu'on se regarde. Pareil, il n'y a pas la parole et c'est hyper important de dire ça parce que finalement, enfin, souvent on a tendance à tout passe par les mots, mais l'animal nous apprend que les mots servent pas à grand chose parfois et qu'on peut vraiment communiquer. Et Biscotte, il suffisait qu'on se regarde et ben ça matchait. Enfin, il y a le côté match. Elle savait ce que je voulais faire. Elle savait ce qu'on allait faire ensemble. Elle savait ce qu'elle devait faire. Et c'est très drôle, quoi. Et pourtant c'était vraiment une chèvre avec un sacré caractère. Hein. Mais dans Comme tu le décris dans ton second livre. Des différents types d'animaux qu'on peut retrouver en ferme pédagogique. Certains sont plus farouches que d'autres. Ouais, mais c'est toute la richesse aussi de la ferme. Pourquoi je milite, je revendique, et ça, vous le retrouvez dans les 2 bouquins. C'est que pour moi, la richesse, c'est à la fois ce lieu de rencontre où on accueille tout le monde, mais c'est aussi cette diversité animale qui est le reflet finalement de la société. Enfin, il y a plein d'animaux différents, ils sont tous différents, ils ont tous des caractères, des comportements différents, des comportements différents parce que c'est des espèces différentes, mais aussi parce que dans chaque espèce, il y a des individus différents avec chacun une personnalité animale. J'aime bien parler de personnalité animale. Et toutes ces espèces, toutes ces personnalités qui se rencontrent, là, ça fait un lieu de vie incroyable, quoi. C'est du vivant plus, et c'est juste génial. Non, c'est de belle rencontre. Ça transpire toute ta passion et on sent qu'il y a plein d'émotions qui remontent quand tu parles plein d'émotions de tout ça. quand j'en parle, ouais. Et j'ai écrit ces bouquins, c'est vraiment pour convaincre de dire bon déjà, voilà, ça veut pas dire que faut que vous ayez un projet de ferme d'animation, mais même simplement si ça éveille quelque chose en vous, quand vous irez en vacances, allez voir les fermes d'animation qui sont autour de votre lieu de vacances, allez les visiter, allez voir ce que c'est, etc. Parce que vous allez voir, c'est vraiment des lieux très, très chouettes. Et si vous avez un projet, voilà, allez, une ferme d'animation, c'est chouette, ça devrait être obligatoire. Enfin, tout comme on a des équipements sportifs dans toutes les grandes villes, chaque grosse commune devrait avoir sa ferme d'animation. Enfin, je vois, ça fait partie de ces lieux-là, sont des lieux d'éducation, d'accompagnement, de la rencontre avec l'autre. Hein. C'est des lieux de la pédagogie de la rencontre, et ça devrait être obligatoire d'avoir des lieux comme ça. En plus, on en retrouve de plus en plus. Hein. Tu expliquais dans ton premier livre que tu avais participé à un comptage des fermes d'animation, ou du moins tu l'as étudié. C'est ça. Ouais.
Ouais, en tant que présidente. Alors ça, c'est du coup en tant que présidente de l'Association française des fermes d'animation. Notre première mission, ça a été de dire, bon, on veut porter les fermes d'animation, ok, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on est toujours les oubliés des textes de loi, etc. Enfin, tu vois, quand il y a eu les épidémies avec la grippe aviaire, eh ben, quand il a fallu savoir, et nous, les fermes, on se met où? Qu'est-ce qu'on confie? Comment on fait? Ben, on nous a jamais trouvé parce qu'on est toujours oubliés. Donc là, quand ça fait un petit moment, hein, c'est depuis 2020 qu'il y a eu d'abord un collectif, puis après ça s'est transformé en association, mais on s'est dit, bon, il faut que quelqu'un puisse être porte-parole de ces petites fermes-là parce qu'il y en a marre. On est tout le temps oublié. Pourtant, le travail sur le terrain, il est remarquable. On est des acteurs essentiels du monde de l'éducation, de la pédagogie et du soin. Il y en a marre d'être oublié parce qu'en plus, ça nous est préjudiciable. Hein. Quand on trouve pas où est-ce qu'on se situe et tout, du coup, on sait pas ce qu'on doit faire. On le fait pas. Et si on le fait pas et qu'on a un contrôle, zut, vous deviez le faire. Oui, mais on comprenait pas le texte, etc. Donc, on a décidé. Et donc, quand on a créé, la première chose, c'est de dire, OK, on veut représenter les fermes d'animation, mais concrètement, on représente combien de structures, quoi. Et donc, c'est vrai que le premier travail qui a été fait, on a fait un petit groupe de travail avec les bénévoles de l'asso et on a compté. Et donc, on est arrivé à 354 fermes d'animation en France. C'est peu, mais c'est quand même 354 lieux qui accompagnent l'humain dans son développement. Donc, c'est hyper important. Et donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, on essaie de porter, de mettre en lumière ces fermes. Et en effet, de plus en plus, on voit les collectivités qui s'intéressent aux fermes d'animation et qui ouvrent des fermes au sein de leur propre ville. On en trouve même en ville, hein, clairement. Tu parlais de la ferme de Pontoise. Pontoise, c'est pas la campagne, hein, c'est une ville, deuxième couronne de Paris, si je dis pas de bêtises. Ah, puis c'est la ferme de le vrai nom, c'est la ferme du parc du château de Marcouville. Donc, elle est au pied, elle est dans le quartier, un peu dans le quartier historique, mais sauf qu'elle est toujours dans le quartier Marcouville. Le quartier Marcouville, c'est un quartier qui est très urbain, avec beaucoup d'immeubles, etc. Oui. Mais les fermes urbaines, il y en a de plus en plus. Il y a même moi, je pense à la ferme en Île-de-France, il y a la ferme du Mont Valérien. Là, vous êtes dans une rue pavillonnaire. D'un seul coup, il y a un portail qui est vraiment à côté d'une maison, d'un pavillon, d'un autre pavillon. Le portail s'ouvre et là, vous avez une ferme toit de chaume au cœur de la ville, quoi. Et avec des vaches, je crois qu'ils ont des normandes, etc. Donc, ouais, les fermes urbaines, c'est assez bluffant. Après, quand la ferme est gérée de façon professionnelle, sérieuse, où le bien-être animal est respecté, parce que souvent les fermes urbaines, elles n'ont pas beaucoup d'espace, donc forcément, il faut que le nombre d'espèces soit adapté à l'espace disponible, etc. Mais vraiment, ça a du sens. Il y a des fermes dans Paris aussi. Je crois qu'il y a la ferme du Jardin des Halles qui est dans le 19e arrondissement de Paris, je crois. Enfin, voilà, des fermes, on en a, oui, dans les villes et à la campagne. Et les fermes d'animation, elles sont pas qu'en ville, hein, aujourd'hui. Et ça, ce qui fait un peu varier, justement, par rapport à, on parlait de la circulaire, là, de 2001, qui disait que les fermes, elles étaient plutôt urbaines. Aujourd'hui, les 3/4 des fermes d'animation, elles sont plutôt des fermes rurales, elles sont plutôt en campagne, par exemple. T'es arrivé à la moitié de ce podcast. N'hésite pas à réagir en commentaire, à t'abonner, à noter 5 étoiles. Tu peux également retrouver tous les autres contenus de la Villa Domestica sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok. Alors n'hésite pas à aller voir nos autres contenus autour du vivant. Allez, bonne écoute. Ouais, tu disais, il y en a plus de 300, donc ça fait à peu près plus de 2 ou 3 fermes d'animation par département. Donc, vous avez forcément une ferme qui est pas trop loin de chez vous. Elles sont pas forcément internalisées aux grandes villes, comme on voit sur plein d'autres sujets différents. Il y a tout dans les grandes villes et tout est centralisé, pour dire le terme. Mais non, c'est un très vaste sujet. Là, j'aimerais bien qu'on ouvre un petit peu le portail de la ferme d'animation et qu'on parle du coup de ton second livre que tu as sorti tout récemment, donc Animé en ferme pédagogique, où le premier lui portait plutôt sur des réflexions autour de ce qu'est une ferme d'animation, quel est son rôle, quelles sont ses limites juridiques, le cadre réglementaire. Mais là, on pousse le portail, on entre dans la ferme, et là, on va parler du quotidien, les personnes qui l'animent, le public cible. C'est un livre qui est très, très simple à lire, en fait. Il est très complet, on retrouve plein de choses autour de l'animation d'une ferme pédagogique, comment mener une animation, tu donnes plein d'astuces, il y a aussi plein de ressources téléchargeables pour mener à bien ces animations.
tu l'as pensé comment ce livre? C'est peut-être un manque pour les animateurs? À qui il se dédie? Ce livre, c'est la suite logique, entre guillemets, du premier. Le premier, ça a été une évidence quand j'ai quitté le terrain en tant qu'animatrice et pour devenir formatrice, je me suis dit, ouais, enfin bon, et au bout d'un moment, il n'existe pas de livre. Et quand tu disais tout à l'heure, c'est hyper intéressant, le premier livre est vraiment très documenté, enfin, il y a plein de références, etc. Clairement, parce que il n'existe pas de livre sur la ferme d'animation. Et quand j'ai voulu écrire celui-là, j'ai dû aller chercher des références à droite à gauche qui n'étaient pas forcément du monde de la ferme d'animation, mais qui faisaient le lien avec ce que j'avais envie de montrer. Et donc, ce premier livre, c'est vraiment voilà ce que c'est une ferme d'animation, c'est juste génial, allez-y. Bon, le deuxième, l'idée est née, voilà, le premier est sorti, je crois, en janvier 2022, février 2022, je me disais, ok, bon, là, t'as dit, ouais, la ferme d'animation, c'est top. Bon, maintenant, il faudrait dire, ok, c'est génial. Maintenant, si vous voulez bosser là-dedans, voilà des idées. J'avais envie vraiment d'être dans la transmission de mon expérience. Et de dire, voilà, moi, j'ai appris un peu toute seule sur le terrain. Je me suis fabriquée un peu toute seule au contact de collègues, etc. Mais c'est vrai que, bon, tu l'as souligné, mais des formations en ferme d'animation, il n'y en avait pas quand j'ai démarré. Donc, et là, je me suis dit, bon, maintenant, je vais partager et un petit peu tout ce qu'on peut mettre en place au sein d'une ferme et ce que moi j'ai pu expérimenter et qui fonctionnait plutôt bien. Ça veut pas dire que attention, oh là là, c'est super, faut suivre comme ça. Au contraire, parce que dans le livre, par exemple, je vous propose des idées d'activités. Je vais pas proposer des fiches activités à suivre. Des idées, pourquoi? Parce que vous prenez ce que vous voulez, mais après vous l'adaptez, quoi. Une idée coup de propre à la chèvrerie, par exemple. Il y a une activité dans la chèvrerie où on s'occupe, on nettoie, etc. On peut faire coup de propre à la bergerie. Si vous n'avez pas de chèvre et que vous avez des moutons, vous pouvez tout à fait vous Pas de le faire. Voilà. Et ça, pour plein d'activités, un petit lapin d'argile, c'est une activité créative autour d'un modelage en argile avec le lapin. Bon, si vous n'avez pas de lapin et que vous avez des équidés, vous pouvez imaginer faire ça et réaliser un modelage avec vos animaux. Donc, c'est vraiment, j'avais envie de vous partager vraiment des séances que j'avais mises en place, mais c'est vraiment, je vous donne un fil conducteur et après, saisissez-vous de ce que vous avez envie, laissez de côté ce qui va pas. Si vous dites, ça c'est super, mais moi, j'ai envie de le faire autrement, mais l'idée est bonne et j'ai vraiment envie de ça parce qu'il y a autant de projets que de porteurs de projets. Il y a autant de fermes que de personnes qui gèrent la ferme. Il y a autant de lieux d'atmosphère et d'ambiance que d'animaux qui y habitent, parce qu'on a parlé tout à l'heure de personnalité animale et ça, j'y tiens. Et ce qui fait que c'est un guide. J'aime bien le mot guide parce qu'un guide, il est juste là pour vous donner une direction et après, vous pouvez prendre le chemin que vous voulez, mais vous suivez la direction. Et c'est vraiment un guide pratique. Donc, comme tu l'as dit, il y a plein d'idées d'activités. J'insiste aussi, le livre, il est construit comme une séance d'animation. Selon différentes phases. Voilà, ouais. Selon la courbe d'intensité qu'on peut utiliser en animation de groupe. Moi j'aime bien cette courbe avec cette phase dynamisante où c'est un peu l'échauffement, le moment de la rencontre, des présentations. Après la phase constante, là c'est les fondamentaux du livre. Le point culminant, c'est vraiment et dans une animation, ça va être waouh, d'un seul coup, ça y est, on a fini le pansage des ânes, ils sont tout beaux, ils sont tout propres, on va pouvoir les ramener au pré. Voilà, c'est l'objectif qui est atteint. Et puis la phase descendante, c'est le moment de la séparation. Donc, j'ai construit le livre comme les différentes phases d'une animation. Et pour moi, chaque phase est hyper importante parce que souvent, on passe beaucoup de temps sur alors je fais une animation autour du mouton. Bon, il faut que je fasse mes outils. Voilà, je vais faire une animation autour de la laine du mouton et les différents états de la laine du mouton, de la laine brute à la laine cardée puis filée, etc. Et puis, parfois, on oublie que une séance, ça ne se limite pas à l'activité. Il ne faut pas mettre de côté le temps d'accueil,
qui est hyper important. C'est comme c'est les 10 premières secondes, elles sont essentielles. Si vous ratez l'accueil, vous pouvez rater toute votre activité et tout l'accompagnement. Tout comme la fin. Si votre fin, elle est bancale, la personne, elle va se souvenir juste de la fin. Et elle va oublier tous les bons moments qui sont passés. Et donc, dans le livre, j'accorde autant d'importance au début, au milieu, à la fin de l'animation. Et donc, ça, c'est un petit peu, c'est une fois de plus, je vous ai transmis ce qui pour moi était important et qui permettait vraiment de vivre une animation réussie pour tous, pour les personnes que vous accompagnez, pour vous en tant que professionnel, parce qu'il faut prendre du plaisir à ce qu'on fait, puis pour les animaux qui nous accompagnent aussi. Bah ouais. Non, c'est vrai que ce livre-là, tu l'as. Ce que j'aime bien, c'est que dans les premières pages du livre, tu dis je vous invite à le gribouiller, il ne doit pas rester propre. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à un journal de bord. En fait, il y a toutes ces idées d'animation qui sont certes le cœur du livre, mais il y a tout ce qu'il y a autour sur les différents savoir-être, savoir-faire, savoir transmettre. Pour les personnes qui aimeraient travailler en ferme pédagogique ou celles qui travaillent déjà en ferme pédagogique et donc à qui ce livre se dédie, ce serait quoi pour toi les bonnes qualités d'une personne qui voudrait travailler en ferme pédagogique? J'ai envie d'être animateur. Qu'est-ce que je dois apprendre à faire et comment dois-je être pour accueillir au mieux mon public et faire une belle rencontre? Pour vouloir travailler en ferme pédagogique, il faut profondément aimer l'humain. C'est peut-être choquant ce que je vais dire, mais souvent, on rencontre des gens qui veulent bosser en ferme pédagogique parce qu'ils adorent les animaux. Sauf que quand on choisit d'être dans un lieu pédagogique, on le fait parce qu'on veut transmettre à l'humain. Et donc, la première qualité, c'est d'avoir envie d'accompagner l'humain. L'animal, c'est une évidence. Enfin, je veux dire, sinon, on ne choisit pas de travailler avec les animaux. Donc, c'est normal d'aimer l'animal, d'avoir envie d'être à son côté tous les jours, etc. Mais pour bosser en ferme d'animation et pour être animateur, il faut avoir envie d'accompagner l'autre humain. Ça, c'est pour moi la principale. Enfin, pour moi, c'est l'élément clé. Ensuite, être curieux. Allez, être curieux, oser, expérimenter. Tout ça, c'est hyper important. Et puis être organisé aussi, parce que là, quand je vous parle, je dis voilà, c'est super de bosser en ferme péda, tout ça. Vous allez vivre à 100% vos séances parce que vous aurez bossé vraiment comme un forcené avant pour préparer votre cadre. C'est-à-dire que pour bien accompagner et pour être à 100% dans l'accompagnement pendant vos animations, il va falloir bien préparer vos séances. Et ça demande énormément de temps, d'organisation, d'investissement. Et pour moi, ça c'est aussi un élément clé pour prendre plaisir à travailler en ferme pédagogique et réussir. Dans le livre, vous avez un petit peu le profil de l'animateur et c'est vrai que je mets que c'est quelqu'un de vivant avec ses qualités, ses faiblesses, c'est important. Il faut accepter de temps en temps, un petit coup de mou, on a du mal. Un coup de mou. On a préparé un truc de ouf pour nous, on le met en place sur le terrain et là, flop. Oui, ça peut arriver et c'est pas grave. On va rebondir. C'est le principe des pédagogies alternatives. C'est on apprend de ses erreurs. Donc là c'était pas top. Moi je pensais que ça allait être génial, puis finalement non, mon outil il était un peu bancal. Là j'avais prévu de faire ça, il a plu, puis les personnes n'étaient pas disponibles. Ça peut arriver. Il faut reconnaître aussi ses faiblesses, puis les accepter. D'accord. Après, la posture professionnelle est hyper importante. Le fait que l'animateur, c'est un facilitateur de la relation. Lui, son expertise, c'est de mettre en relation l'humain-l'animal, de voir ce qui se passe et de travailler les objectifs. Et si je devais vraiment résumer, c'est avoir profondément envie d'accompagner l'humain en s'appuyant sur l'animal de ferme, la présence de l'animal. Et bien sûr, dans le respect de tous, humain et animal. Ça, c'est pour moi, c'est une évidence. Mais je préfère le rappeler quand même. On travaille dans le respect de tous. Et du coup, comment est-ce qu'on choisit un animal en ferme pédagogique, que ce soit pour une animation spécifique, pour un public cible? C'est un sujet qui peut pas être simple lorsqu'on ouvre sa structure ou qu'on travaille avec des animaux. C'est vraiment pas simple.
je reviens sur les animaux de ferme. Ce qui est génial avec les animaux de ferme, c'est qu'on les choisit pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'on veut qu'ils soient. C'est-à-dire que ce qui est génial de bosser avec un cochon, c'est parce que c'est un cochon. Et c'est parce qu'il va grogner quand il va voir passer avec une gamelle, parce qu'il va, quand vous allez rentrer dans la porcherie, il va se coucher parce que il a envie que vous lui gratouillez le ventre, parce qu'il va se gratter les fesses à la porte de la porcherie. C'est tout ça qui fait que c'est génial de bosser avec un cochon. Et je pense que déjà, quand on veut bosser avec les animaux de ferme, il faut se dire, mon animal est génial parce qu'il est ce qu'il est. C'est parce que c'est un dindon qu'il est extraordinaire. Et je vais pas essayer de changer mon dindon. Je vais travailler avec cette personnalité dindon. Et en quoi il a du sens dans mon projet. La limite reste quand même des animaux qui n'apprécient pas l'environnement en ferme d'animation. Pourquoi? Parce que c'est quand même des environnements qui sont très vivants, avec beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de sollicitations, et il y a des animaux pour lesquels c'est pas possible. Donc, dans ces cas-là, c'est vrai que ceux-là, il faut leur chercher peut-être une famille d'accueil qui leur offrira l'environnement qui va être davantage adapté à leur personnalité. On est plutôt, chez les animaux de ferme, on va pas parler d'éducation, on va plutôt parler d'animaux qui vont être familiarisés, c'est-à-dire qu'ils vont être familiarisés à l'homme. Pour eux, l'homme, c'est quelque chose qui est plutôt sympa. En plus, on est souvent dans le renforcement positif. Donc, quand ils voient passer un petit humain, forcément, il y a la petite récompense, la brochette de légumes, il y a la gratouille, il y a la balade, etc. Donc, finalement, l'humain est un être vivant qui va leur apporter du confort. Et donc, dès que les animaux sont OK avec cet environnement où l'humain est très présent, dès qu'ils sont curieux, sociables, qu'ils ont envie de rentrer en relation avec l'humain, ça peut faire des bons partenaires au quotidien de l'animateur. L'animateur, c'est ses collègues de travail à plume et à poil. Et je pense que, voilà. Donc, c'est simplement des animaux bien dans leurs pattes, bien dans leurs sabots, qui apprécient la relation à l'humain. Et puis après, on s'appuie sur ce qu'ils sont. Et c'est vraiment ça la richesse de la ferme d'animation. J'ai une rencontre avec le dindon. Moi, j'avais un dindon dans une des fermes où je bossais qui avait un caractère bien trempé, mâle reproducteur dans toute sa splendeur, qui défendait la darne, etc. Et c'est vrai qu'il n'était pas facile. J'accompagnais une personne en situation, une adulte, déficience intellectuelle, et elle avait flashé sur le dindon, et elle ne venait qu'aux séances de médiation animale pour le dindon. Et vraiment, c'était Monsieur Dindon, elle l'avait appelé comme ça, et il fallait qu'à chaque séance, on passe du temps avec le dindon. Et au cours du projet, qui a duré pendant, je crois que c'était sur un projet sur 1 an, j'ai vu cette personne s'ouvrir, s'épanouir, grâce à mon dindon qui avait un caractère de cochon, qui était juste... Mais sauf que on a travaillé sur son caractère, sur le fait que du coup, il fallait l'approcher en douceur, qu'il fallait garder les distances, etc. Mais tout ça, ça a créé une relation de confiance avec entre cette bénéficiaire et moi. Et grâce à ce dindon, qui était juste dindon, eh bien, moi, j'ai pu accompagner cette personne et elle prenait un tel plaisir à venir que lui, il avait tout son sens au sein de mon lieu. C'est-à-dire que cet animal, on l'a choisi avec le caractère qu'il a, mais c'était pas incompatible avec le lieu dès l'instant où moi, mon cadre, il était sécure et que lui, il était bien dans ses pattes quand même. Mais avec sa personnalité dindon, j'ai pu quand même accompagner des humains. Voilà. Ça a été une belle rencontre entre ces deux. Oui, mais là, il y avait vraiment une rencontre. Ouais. Et puis après, ce qui est important aussi, c'est que les animaux que vous allez choisir, eh bien, quand il y aura des petits nouveaux, il faut vraiment laisser au contact des autres parce qu'ils vont apprendre de leur père. L'apprentissage par les pères est hyper important chez les animaux et l'éducation, elle va se faire entre eux. Et je vous parlais de ma chèvre là, Biscotte, quelque part, elle montrait l'exemple aux autres parce que vraiment avec l'humain, elle était top. Et donc les autres l'observaient, les petits jeunes, et donc les petits chevreaux, chevrettes, observaient cette chèvre et apprenaient finalement en l'observant. Donc l'apprentissage entre pairs, entre les animaux est hyper important. Et puis après, il y a le côté familiarisation par l'humain. Comment est-ce que tu construis ton quotidien à la ferme en fonction des types de publics que tu vas recevoir au cours de la journée, au cours de ta semaine? C'est pas la même façon de travailler? Complètement, ouais.
Et là, une fois de plus, c'est là où le travail de l'animateur, il est énorme. C'est-à-dire que on va pas organiser un atelier. On peut on peut avoir un thème commun. C'est-à-dire le thème, ça peut être le nourrissage des lapins, quelque chose de basique. On peut imaginer le repas gourmand des lapins, par exemple. Il n'y a aucun souci. On peut le faire avec la petite enfance, c'est-à-dire des enfants de crèche, par exemple, des 18 mois à 3 ans. Mais là, l'environnement, il va être hyper sécure. On va travailler la motricité fine. On va commencer à travailler la découpe de légumes. On va avoir des chaises et des tables qui vont être adaptées à la taille des enfants pour qu'ils puissent préparer les légumes. Peut-être que l'environnement avec les lapins, on va sélectionner les lapins pour qu'ils soient de taille adaptée et aussi dans le comportement adapté à la petite enfance, parce que les petits ont un besoin moteur, ils ont ce besoin de bouger. Donc, si on peut pas exiger des tout petits qui s'assoient, qui bougent pas et qui regardent, ça, c'est incompatible avec le stade de développement. Donc, du coup, nous, en face, on va dire, OK, on a des enfants qui ont un besoin moteur, des enfants qui ont besoin de toucher, mais qui sont aussi en plein dans les apprentissages. Ils apprennent tout le temps, toutes les minutes, ils apprennent de nouvelles choses. Donc, là, on est en train de les nourrir dans le développement des connaissances. Et donc, on va faire un environnement avec, je te dis, les mobiliers adaptés, peut-être des codes couleurs, et on va tout organiser pour que ce soit adapté aux tout petits. Même atelier avec des personnes âgées, eh bien là, des personnes fatigables, il y a pas le besoin moteur. Peut-être que cet atelier, on va le centraliser, on va être autour d'une table, on va poser des lapins habitués sur la table. Les personnes âgées, on va avoir un petit panier avec différents fruits et légumes qui vont proposer. On ne sera pas du tout dans la même atmosphère. Et pourtant, le thème est identique. Nourrir les lapins avec des ados, eh bien là, on va leur dire, voilà les espaces de vie des lapins, voilà la bouffe, à vous de jouer. Parce que là, on va, tu vois, mais sauf que c'est pas juste, voilà la bouffe, voilà les lapins, débrouillez-vous, c'est que nous, on aura tout préparé en amont. C'est-à-dire que, oui, la nourriture est là, mais ça veut dire qu'on a préparé la nourriture, on a séquencé, peut-être qu'on leur a donné une feuille de route pour qu'ils sachent exactement combien de, je sais pas moi, de cuillères d'extrudé pour chaque lapin, combien de quantité de carottes, etc. Comment se déplacer dans l'espace des lapins, on va vous montrer, etc. Donc, pour chaque public, le thème peut être le même, mais le boulot en amont, il est énorme parce qu'on va aborder différemment en fonction de là où est la personne finalement, de ses besoins à ce moment-là, des objectifs qu'on veut travailler aussi. L'animateur, des fois, va un petit peu se rapprocher du rôle un peu vulgariser la chose, mais un petit peu du rôle d'instituteur, comme on pouvait retrouver il y a quelques dizaines d'années, où ce terme se disait encore. Ouais, en fonction d'eux, oui, il va transmettre des connaissances, il va être dans la transmission. Et souvent, finalement, quand on travaille au contact des animaux, on ne fait que ça, puisqu'on s'appuie sur les animaux et souvent on s'appuie sur, tiens, tu sais ce que c'est comme race, quelle espèce, tu sais ce qu'ils mangent, etc. Donc, si on passe notre temps à transmettre des connaissances et on s'appuie essentiellement sur ces connaissances et c'est pour ça que dans le bouquin, pour chaque espèce, parce que vous avez finalement des idées d'activités pour toutes les espèces que vous trouvez à la ferme et pour chaque espèce, le chapitre est introduit par la fiche La présentation de l'espèce, parce que on ne fait que ça, que s'appuyer sur les connaissances autour de l'animal, et puis c'est tellement plus facile d'apprendre qu'une vache est un herbivore ruminant à la ferme plutôt que devant un bouquin à l'école ou encore aujourd'hui, pire, devant l'écran ou une vidéo YouTube. Enfin, je veux dire, rien de tel que d'être à la ferme au contact de la vache avec un professionnel qui a cette casquette. Ce qui est chouette, c'est que l'animateur n'a pas la casquette de l'enseignant, il n'a pas la casquette de l'éduc, il n'a pas la casquette du psychologue, du médecin, de l'infirmier. Et ce qui fait que, bizarrement, avec lui, ça passe beaucoup mieux. Ça fait tomber les murs. Ouais, complètement. Et pourtant, comme tu le dis, à la ferme, on transmet des connaissances. C'est vraiment, aller en ferme d'animation, vous faites la moitié du programme scolaire au sein de la ferme, quoi. C'est une école, c'est l'école du dehors un petit peu la ferme d'animation aussi, hein. Ça existait dans les années 60, des cours de vie à la ferme. Alors on était dans une période différente où il n'y avait pas encore tout ce milieu tertiarisé. On était dans une époque de reconstruction du pays suite à la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'aujourd'hui les fermes, parce qu'on est
allez, peut-être 80% de la population française est très urbanisée, très citadine. Est-ce qu'elle pourrait vraiment jouer un rôle, peut-être dans l'éducation nationale? Alors c'est peut-être trop demandé à cette éducation nationale-là qui des fois peine à s'adapter aux époques. Pour une fois, on pourrait dire que sur ce sujet-là, très précisément, c'était peut-être un peu mieux avant. Alors moi je dis oui déjà au niveau de la sécurité, des normes, parce que aujourd'hui maintenant tout est compliqué, hein. Il faut faire attention à tout. Il y a maintenant les principes. Alors on est aussi dans un domaine de santé publique, donc c'est normal de faire attention. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu poussé à l'extrême, et c'est vrai que l'école du vivant, hein, il y a ces deux Crowley, Ovid de Crowley, hein, qui l'école de la vie par la vie, et il avait une ferme école au sein, et les élèves apprenaient au contact des animaux. Ça existait avant et ça fonctionnait super bien. Les leçons de choses où on emmenait les élèves en extérieur, ça c'est freiné, hein. Il emmenait sa classe en extérieur pour aller apprendre, et ça facilite tellement les apprentissages. Enfin, je veux dire, mettez les enfants devant des vrais coccinelles, ils vont, en plus c'est tellement merveilleux, et il n'y a pas besoin d'aller très très loin, on peut s'émerveiller dans 1 mètre carré de biodiversité, on est d'accord. Et donc mais sauf que aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. C'est vrai que tout est réglementé, et à juste titre aussi, parce que c'est vrai que quand il y a un accident, il faut bien qu'on sache pourquoi il y a eu cet accident et tout. Mais c'est vrai que il y a de plus en plus de réticences. Il y a de plus en plus de réticences. Alors que, voilà, avoir des animaux à l'école. Moi, le point de vigilance que j'aurais, c'est pas vis-à-vis des enfants, c'est vis-à-vis des animaux. Pour l'avoir expérimenté, et du coup, c'est que parfois, c'est sympa d'avoir des animaux à l'école, mais il faut pas oublier que les écoles, elles sont fermées le week-end, elles sont fermées pendant les vacances. Et là, le point de vigilance, c'est oui, mais attention, les animaux, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, ils n'arrêtent pas de vivre quand nous, on est en week-end ou en vacances. Que fait-on de ces animaux? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur place qui peut continuer à assurer les soins, leur permettre de vivre, d'avoir une vie, de s'exprimer, etc. Ou qu'est-ce qui se passe? Parce que là, du coup, la limite, elle est là. C'est que quand on s'engage dans un projet au niveau de l'école avec des animaux, il faut vraiment s'assurer que ces animaux ne seront pas finalement les dommages collatéraux d'une lubie. On se dit, ah, c'était super, on va reprendre des lapins. Sauf que non, ces lapins, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, etc., que soient pris en charge le week-end, les vacances, etc. Et puis, il faut pas non plus qu'ils se baladent 2 jours à un endroit, 2 jours à un autre endroit, etc., parce que ça reste des animaux fragiles, ils sont sensibles au courant d'air, etc. Donc, moi, je pense que là, tu as compris, tu prêches une convaincue sur la relation animale. Ça ne peut faire que grandir l'humain dans sa relation à l'autre animal, mais aussi à l'autre humain. Et grâce aux animaux, on peut apprendre à rentrer en relation avec nos pairs, et ça, c'est chouette. Maintenant, ça se fait pas dans n'importe quelle condition, et surtout pas au détriment du bien-être de nos animaux. Mais oui, bien sûr. Et c'est pour ça que finalement, plutôt que d'installer des animaux dans les écoles, si les collectivités avaient chacune leur ferme, tu vois, voilà, les écoles ou les communautés de communes, une communauté de communes, même un département, les écoles seraient invitées à aller dans la ferme avec des professionnels formés pour accompagner et l'humain et s'occuper des animaux. Et ça, pour moi, c'est la clé. C'est peut-être encore mieux que d'avoir des animaux dans l'école si personne ne peut assurer ce suivi des animaux. D'autant plus qu'on est dans une période où on en parlait au tout début, hein. On est plus à fond dans le bien-être animal, la protection de l'environnement. C'est bien d'en parler, mais par contre, si on arrive sur une génération qui n'a connu que l'ordinateur et pas la vidéo, alors je vulgarise énormément, mais c'est important de le dire quand même parce que il y a une maxime qui est très connue qui dit on ne protège que selon ce qu'on connaît. Pardon. On ne protège que selon connaît, pardon. Si on n'est jamais sorti dehors, on n'a pas éveillé nos 5 sens, pas forcément obligé d'aller en ferme pédagogique tous les week-ends, mais au moins une fois ou deux, voir ce que c'est. Comme tu as fait toi, en fait, il y a 20 ans. Oui. Ce n'est que l'héritage de toutes ces histoires-là qui peuvent se refléter dans les nouvelles générations pour protéger l'environnement que l'on a connu et que l'on connaît aujourd'hui et qu'on l'espère connaître plus tard pour nos futurs enfants, etc. C'est assez beau, en fait. Hein. Mais complètement. Et tu sais que maintenant, la sensibilisation au bien-être animal fait partie des programmes scolaires. Hein.
officiellement depuis 2024. Maintenant, ça existait aussi avant. Bon, là, on l'a un peu mieux formalisé. Et en CP, l'enseignant doit consacrer un temps sur la sensibilisation aux animaux de compagnie. Donc ça, c'est pour éviter tout ce qui est adoption, parce que voilà, tu sais, le coup de foudre, ah super, un cochon d'Inde, j'en prends à la maison. Au début, tout le monde est autour, et puis le cochon d'Inde, après, malheureusement, il se retrouve devant la porte d'une ferme d'animation, parce que finalement, il y a une cage, ça sent mauvais, etc. Et puis on n'en veut plus. Donc logiquement, c'est au programme scolaire, et donc là, c'est là où aussi les fermes d'animation ont un rôle à jouer, et surtout, n'hésitez pas, si vous êtes enseignant, de solliciter des animateurs de fermes d'animation, soit pour faire ces séances de sensibilisation qui sont au programme scolaire, soit vous les faites au sein de la ferme d'animation, ou vous pouvez même demander il y a des professionnels qui peuvent se déplacer dans votre établissement pour le faire. Mais oui, mais moi, je suis tout à fait convaincue. Et ce que tu dis, bien sûr, il faut d'abord mettre des étoiles dans les yeux avant de penser à protéger, parce que si on ne connaît pas, on ne sait pas. Maintenant, moi, je pense que la première étape, c'est même d'émerveiller, passer par l'émerveillement. C'est un peu ce que j'ai vécu, moi, quand je suis rentrée dans cette ferme. J'ai eu l'effet waouh, tu vois. Ok, c'est super ici. Qu'est-ce que c'est? Ok, j'ai été émerveillée. Du coup, j'ai envie de savoir ce que c'est. Jusqu'à aujourd'hui, de dire c'est super les fermes d'animation, allez-y, et avoir ce côté de protection de ce lieu, tu vois. Mais c'est vraiment ça. Mais je pense et nos petites fermes, là, c'est là où elles sont complémentaires avec les exploitations agricoles. C'est que c'est des lieux qui sont pensés pour accueillir le public. Les exploitations agricoles, c'est vrai que les lieux sont pas toujours adaptés à l'enfance, etc. Et alors que nous, nos lieux sont pensés pour accueillir le public. Et donc, voilà, il y a cette partie émerveillement qu'on peut vraiment travailler. Mais faut pas s'arrêter juste à ça, et tu l'as dit vraiment à juste titre, il y a l'émerveillement et la sensibilisation, l'éducation, pour ensuite donner envie de protéger. Et nous, on est un de ces maillons-là. Et je pense que les fermes d'animation, pour vraiment faire le lien avec les exploitations agricoles, on est vraiment complémentaires. Et je pense que nous, en ferme d'animation, on est là aussi pour donner envie aux visiteurs d'aller à la rencontre des éleveurs, des agriculteurs, parce que nous, on transmet, on montre des animaux de ferme. Ces animaux de ferme, ils viennent d'élevage, donc ils viennent d'exploitation agricole, et on est là pour sensibiliser aussi à pourquoi existe l'animal de ferme, etc. Et je trouve qu'on est vraiment complémentaires, et on est là pour donner envie de dire, ok, voilà, comme tu dis, les petits urbains qui sont couper un peu de ça, s'ils ont une ferme au sein de leur ville, ça va leur donner, ah ouais, c'est pas mal finalement les animaux de ferme. Ah, puis parce qu'il y a toujours les clichés, ça sent, machin, etc. Donc on peut aussi, nous, faire ce premier pas pour ensuite leur dire, ouais, j'ai peut-être envie d'aller voir l'agriculteur là qui vend du lait, son fromage, etc. Et voilà, on est toujours dans ce truc de dire, on va émerveiller pour donner envie de s'intéresser, pour ensuite, allez, on y va, et on croit en ce qu'on voit, et on a envie de le porter. Oui, c'est un beau message que tu portes, et j'espère que ceux qui nous écoutent le comprennent et le font aussi à leur tour, parce qu'on a chacun notre petit rôle à jouer là-dedans, que ce soit des animateurs, des visiteurs, ou juste des personnes qui veulent s'intéresser. Merci beaucoup pour cet échange. On a discuté de beaucoup de choses. C'est passé très vite. Oui, complètement. Je crois qu'on a, je sais pas, au niveau du temps, je pense qu'on a papoté un petit moment quand même. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ouais, au contraire. Ouais, je te remercie beaucoup voilà, une fois de plus, de porter intérêt aux fermes pédagogiques, et donc à ces fermes un peu particulières qui sont les fermes d'animation, mais qui font partie de la grande famille des fermes pédagogiques. Donc, merci à toi d'avoir permis de cet échange, parce que moi, ça me permet de parler de ces lieux. Et donc, s'il y a des mairies qui nous écoutent, surtout, n'hésitez pas à essayer de vous lancer dans ce projet, d'avoir votre ferme d'animation et d'accueillir les structures de votre commune. Et puis, les porteurs de projets, allez-y, parce que c'est vraiment... voilà, c'est des lieux extraordinaires. Alors voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a toute cette réglementation. Mais voilà, quand c'est notre projet, quand ça nous porte, c'est possible. Et pour tous ceux qui nous écoutent, du coup, je vous rappelle les deux livres qu'a écrit Sophie. Donc le premier, c'est Un regard sur la ferme d'animation, et le second qui vient de sortir, c'est Animé en ferme pédagogique. Les deux, ils sont disponibles sur Amazon. Peut-être bientôt sur ton site aussi, tu me disais?
Alors, le premier, Un regard sur la ferme d'animation, vous pouvez le commander directement chez moi. Donc, je pense que tu mettras peut-être. Je vous mettrai tous les liens en description. Voilà. Et le deuxième, alors le premier, c'était l'auto-édition, mais le deuxième, j'ai travaillé en collaboration et donc j'ai été édité par les éditions Anniewall et les entrepreneurs animaliers. Et donc là, ça se commande directement sur Amazon parce que du coup, je ne suis pas l'éditrice du livre, mais donc le deuxième, vous ne pouvez pas l'avoir directement auprès de moi pour le moment. Merci à toi. Et Merci à toi. avant de se quitter, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont tes projets pour 2026? Est-ce que tu écris un autre livre? Tu as des choses en perspective peut-être que tu peux annoncer, hein, si tu peux pas en parler, il n'y a pas de problème. Ouais, non, mais c'est la continuité, c'est-à-dire que j'ai fini le deuxième là, mais voilà, le troisième, la page du deuxième était la dernière page était écrite, que j'ai le troisième en tête. Et alors, sans rien spolier, mais quand même, voilà, ça va vraiment allier tout ce que j'aime, toutes mes passions. Et je crois que je vous les ai citées lors de l'échange. Donc voilà, ce sera un livre qui va relier tout ce qui me porte, tout ce qui me passionne. Super. Merci encore pour ton temps, pour cet échange. Et pour tous ceux qui nous écoutent, vous retrouverez tous les liens pour acheter ces livres dans la description de ce podcast. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Merci encore une fois, Sophie. Merci. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours. On va partir cette fois-ci en immersion dans le parc animalier du Parc Sauvage avec Alexandre Duguay. Merci à tous. Au revoir.